À l'occasion de l'événement important qui arrive, qui est le référendum du 18 juin. Et référendum, comme vous le savez, qui vient dans la suite d'un processus de refondation et qui a commencé à l'origine, je dirais, depuis le changement de régime qui a fait partir le président de feu Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc le Mali s'est lancé dans une succession de réformes qui a commencé d'abord par les assises nationales, je vais être bref, assises nationales pour la refondation. Je pense que nous avons tous participé et moi-même j'étais président d'une commission pour la région de Nara. Et au cours de ces assises, les Maliens ont exprimé leur volonté. Maliens, peut-être pas l'ensemble, mais la plupart des Maliens ont exprimé leurs préoccupations par rapport à tout ce qui manque dans ce pays-là, à tout ce qui est anomalie de gestion, de vivre ensemble, de développement, d'aspiration même de la population. Pour exemple, la mauvaise gouvernance, les difficultés de passer aux élections crédibles et transparentes, et le problème de scolarisation, le problème de travail avec les multiples grèves, et le problème de développement sanitaire, le problème agricole, donc bref, un ensemble de problèmes de sécurité. Et tout cela, le peuple malien l'avait à travers la gorge, on a demandé qu'on aille de l'avant. Et le peuple n'est pas sorti le 5 juin pour seulement qu'il y ait un remplacement d'hommes, mais pour que tout ce qui est en manque pour ce pays puisse nous amener aussi à nous développer. Donc à aller plus ou au même rythme que nos pays voisins qui sont en train aujourd'hui de prendre le large pas. Donc ce référendum-là est une expression, une émanation de tous ces mouvements, toutes ces aspirations. Et il est vrai que changer de constitution avait été voulu par des régimes successifs, depuis Alpha Oumar Konaré jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu toujours des sous-entendus. Chaque fois que quelqu'un veut changer, on ne voit pas l'objectivité, mais c'est toujours la question de personnes. Les sous-entendus ont fait qu'il y a eu toujours des malentendus et il y a eu toujours des difficultés d'aller à la dernière étape. Mais si, Dieu merci, nous avons l'occasion, avec la transition d'aujourd'hui, d'aller jusqu'à ce niveau, je pense que c'est louable. Je pense que c'est louable et il y en a qui peuvent penser que tout ce qu'on dit comme réforme, ce n'est pas bien à propos. La transition n'est pas une période de changement ou de constitution. Mais bref, je dis, le Mali est tellement tombé bas que ces considérations, nous devons les mettre de côté. Et regarder le fond des documents et qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle constitution et qui est une avancée par rapport à l'ancienne, même si c'est une reprise de l'ancienne, il faut aller d'abord à sauter cette étape-là, à passer cette étape de constitution qui a le mérite de donner le ressentiment de la population. Ce que le Malien pense, comment le Malien pense que le pays doit être géré, comment le Malien pense que lui-même il doit être administré, et c'est tout ce qu'il y a dans ce document-là. Mais je pense qu'à lire entre les lignes, il faut aller de l'avant. Et ce document, peut-être c'est un heureux hasard, fait qu'aujourd'hui, le Malien ne lisant pas beaucoup, ce document a été tellement diffusé, tellement propagé dans presque toutes les langues, que ça donne l'occasion de renforcer la citoyenneté. C'est-à-dire que les gens savent que le texte fondamental qui les gère contient beaucoup de choses, beaucoup d'exigences que les dirigeants doivent observer pour mériter la place qu'ils occupent ou qu'ils veulent occuper. Moi, je pense que c'est ce que je retiens de cette réforme constitutionnelle.
Les points, ces points-là, pour la plupart, ont existé dans l'ancienne constitution, mais ce qui est nouveau, comme je l'ai dit, et qui est un gain que moi j'ai observé, c'est le renforcement d'abord des droits de l'homme. Cette nouvelle constitution met plus d'accent sur les droits de l'homme. Et vous savez très bien que c'est même une question d'actualité. La question de l'esclavage dans le pays, c'est une question qui est essentielle, qui est très sensible. Et quand on a osé aller de l'avant pour mettre l'accent sur effectivement l'interdiction de l'esclavage dans notre pays, c'est une première avancée. Et deuxième avancée dans ce pays, je prends la nationalité du président. Et le président élu, on dit qu'il ne doit avoir que la nationalité malienne, avoir une seule nationalité malienne. Et cela n'est pas une mauvaise chose. On ne peut pas vouloir gérer un pays et ne pas faire le sacrifice de reconnaître qu'on est vraiment de ce pays-là. Aucun autre pays n'aurait accepté que son dirigeant s'applique d'autres lois que la loi nationale. Parce que quand vous avez une double nationalité, ça veut dire que vous acceptez en tant que président d'un pays, qu'une autre loi s'applique sur vous. Et ça, ce n'est même pas respectable pour quelqu'un qui veut aspirer à être président. Et le troisième aspect, du moins, c'est que quand vous regardez l'article 55 de la nouvelle Constitution, le président prête serment sur des termes qui sont très forts. Notamment le dernier membre de phrase dit que le président lui-même demande au peuple de le démettre s'il venait à trahir son serment. Donc à ne pas respecter les dispositions. Il demande même qu'on applique la loi sur lui. L'ancienne constitution n'allait pas jusqu'à ce niveau et demandait seulement de jurer qu'on va respecter. Mais dire que si je ne respecte pas, appliquez-moi la règle, démettez-moi, retirez-moi votre confiance, c'est vraiment un peu plus fort. Et c'est très plus fort que l'ancien. Ensuite, dans la nouvelle constitution, il y a un aspect, je crois que c'est l'article 86, qui parle effectivement de l'administration, où il est demandé que le recrutement dans l'administration doit se faire dans la transparence, dans l'équité et sur le mérite. Et que nul ne doit accéder à l'administration s'il ne le mérite par les voies de concours ou de sélection acceptées de tous. Et malheureusement, tel n'est pas souvent le cas. Et même si ça existait dans d'autres textes, le fait de le ramener dans la Constitution, ça met encore beaucoup plus d'accent sur la nécessité, l'obligation de respecter cette disposition-là. Ensuite, il y a un aspect qui a fait beaucoup de bruit, et par le passé, c'est que la transhumance politique. Dans nos pays, les ennemis jurés pouvaient se regrouper et aller sur la même liste pour être candidats. C'est comme s'il y avait un complot contre le peuple. Parce que quand vous n'avez pas les mêmes opinions, vous n'avez même pas la même façon de voir les choses, et que vous vous regroupez pour être à l'Assemblée ou être dans une chambre, moi j'appelle ça un complot contre le peuple. Et le fait de mettre beaucoup plus l'accent sur cet aspect-là est une avancée pour le pays. Ensuite, le fait de donner plus de pouvoir au président. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le président de la République au Mali, il a tous les pouvoirs. Même ceux qui ont leur propre pouvoir ont tendance à donner ce pouvoir au président. Donc, si un texte permet de dire au président que vous êtes le seul responsable et que vous jurez de respecter les engagements du peuple, je pense que c'est une avancée. C'est une avancée. Et ensuite, le fait au niveau de la justice, le fait de permettre l'équité va jusqu'à faire en sorte que l'immunité des élus ou des hauts fonctionnaires, ou des ministres et autres, aujourd'hui est très restreinte. Et que le ministre ou le député ou autre est responsable des faits et délits qu'il aurait commis. Donc ça c'est important.
Et avant, il y avait tellement de parcours pour mettre en accusation un ministre ou un député ou autre, que le peuple était là impuissant à voir visiblement des cas de détournement et pour lesquels il était impossible, souvent par des procédures très longues, d'aller à un jugement d'équité. Et si une constitution permet de raccourcir, de ramener les personnes au même niveau, je pense que c'est très important. Ensuite, dernière chose dont je voudrais parler, qui aujourd'hui met en mal la plupart des personnes, c'est, je pense qu'on fait une mauvaise querelle aux militaires. Parce qu'en réalité, s'il y a eu coup d'État au Mali, ça n'a pas commencé par les militaires. Les militaires n'ont jamais été les premiers à sortir pour le coup d'État. Ce ne sont pas les militaires. C'est le peuple qui est sorti à plusieurs reprises. Mécontent, qui a demandé le changement, qui a fait des aspirations et autres. Les militaires, comme eux-mêmes le disent, sont venus parachever. Et celui qui est venu parachever, je pense qu'il ne peut pas avoir la plus lourde sanction par rapport à ceux qui ont commencé à sortir. Donc, si on a réussi à changer le régime, c'est tout un ensemble qui l'a fait. Et aujourd'hui, la Constitution ne parle pas de civils, on parle de coup d'État, comme si c'était un événement qui est venu de nulle part. Non, c'est un événement qui a été la suite d'une institution d'événements. C'est une institution d'événements qui a amené le coup d'État. Et je pense que c'est de bon droit pour ces militaires-là de demander l'amnistie et qu'il n'y ait pas de poursuite contre eux. Je pense qu'on ne peut pas donner meilleur cadeau à ces militaires que cet aspect-là. Et si la nouvelle constitution le fait, bon, c'est comme une forme de remettre le compteur à zéro et on répare. Je sais que la même disposition existe encore dans la nouvelle constitution, mais nous devons aujourd'hui cadeau beaucoup plus de regard vers la protection de ces personnes-là, de ces militaires, ces jeunes qui sont venus au pouvoir et parachever effectivement la volonté du peuple. Ne donne pas plus de pouvoir. La nouvelle constitution ne donne pas plus de pouvoir. Le plus de pouvoir, c'est ce qu'il faut retenir, Moribo, qu'il faut que soit compris, c'est que voter la constitution, ce n'est pas voter un homme, c'est voter un texte. Et l'étape de voter l'homme qu'il doit et qu'il faut pour mettre en œuvre cette constitution, cette étape est à venir. On n'est pas encore à ce niveau. Nous sommes dans un processus de refondation dont l'une des étapes essentielles, c'est d'adopter une constitution qui prenne au moins quelques aspirations. Je ne dis pas toutes les aspirations, qui prennent quelques aspirations de la population. Et l'étape à venir, c'est de comment choisir les personnes capables aujourd'hui de mettre en œuvre cette nouvelle constitution. Voilà. Et je dirais, peut-être que j'ai sauté l'étape du Parlement qui est fait en deux chambres. J'ai sauté l'étape aussi du fait que les autorités traditionnelles ont été valorisées dans la nouvelle constitution. Mais tout ça là, c'est un point de départ et qui doit s'exprimer dans le futur à travers le choix des hommes. Donc la constitution ne favorise pas une personne, elle n'est pas faite pour une personne. Elle n'est pas faite pour Assimi ou pour le... Non, pas du tout. Maintenant, si les étapes à venir, ce sont les hommes et les femmes qui vont être dans ces instances-là, qui seront là pour animer les politiques de développement, pour gérer la cité, le pays, c'est leur choix maintenant qui dépend du peuple. C'est maintenant un peuple éclairé, qui sait ce qu'il y a dans sa constitution, qui va vers le choix. Qui, à mon sens, ne va pas choisir parce qu'il a 1000 francs, 2000 francs, mais qui va choisir parce qu'il sait que dans cette constitution, celui qui veut venir, il y a tout un programme, toute une obligation de la constitution qu'il doit respecter, qu'il doit mettre en œuvre. Le message que je lance à la population malienne en général, et je voudrais le faire particulièrement pour Nara, c'est que nous sommes un pays aujourd'hui qui est en très grande difficulté. Et nous sommes en train d'avancer pour sortir la tête de l'eau et que je voudrais demander à chaque Malienne, à chaque Malien, où qu'il soit de l'intérieur et de l'extérieur, qui est en droit de voter, de sortir pour voter, pour permettre au Mali de sortir, pas Assimi, pas au Mali de sortir la tête de l'eau.
de venir beaucoup plus dehors, de respirer. Et les étapes à venir, qui concernent, je pense, beaucoup plus les politiques, je pense que ces étapes-là, entre Maliens, pourront être gérées. Mais l'étape actuelle n'est pas, la transition n'est pas une période d'opposition-majorité. C'est une période de réunification et de marcher côte à côte pour sortir le Mali de l'eau. Nous sommes un pays en insécurité qui est ambiante. Nous sommes un pays où il y a la pauvreté qui est ambiante. Nous sommes un pays où aujourd'hui l'éducation est en faillite. Nous sommes un pays où les ressources ne sont pas à la disposition de la population, où la santé n'est pas distribuée convenablement. J'ai dit, il est temps qu'on se regarde et qu'on se prenne la main, qu'on aille ensemble pour sortir le pays de l'eau. Ce n'est pas impossible. Le Malien a beaucoup de ressorts, mais encore une fois, il ne faut pas que les petites considérations amènent les gens à se mettre les bâtons dans les roues. Il faut laisser sortir, et l'étape de bataille politique ou d'échange d'idées va venir plus tard et permettre à chacun de s'exprimer, de donner son opinion, de donner sa façon de voir, de gérer le pays et de chercher effectivement à exercer le pouvoir comme il est la vocation des partis politiques. Donc je demande à tous les Maliens de voter blanc. Blanc, ça veut dire le oui. Et je demande encore particulièrement à la population de Nara, Nara qui est encore dans la profondeur de la crise sécuritaire, qui est dans les difficultés de l'environnement, la désertification. Et Nara, je dis, a toujours profité, je vais le dire exactement, a toujours été une région à regarder en période transitoire. Toutes les grandes réalisations faites à Nara l'ont été, je dis, en période transitoire. Donc nous n'avons pas le droit, sinon nous avons l'obligation de soutenir cette transition qui est en train de marquer le pas à Nara, qui nous a donné la plupart des infrastructures. Et je ne dis pas qu'il faut rester dans la transition, mais il faut qu'au sortir d'une transition, des pouvoirs qui viennent aussi regardent dans le même sens. Et nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de développement, nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de santé, et nous avons besoin d'éducation, d'emploi. Et bref, tout ça là, on ne peut l'avoir que lorsqu'on sort de cette étape et au plus pressé. Parce que c'est des choses qui n'attendent pas. La faim n'attend pas, la famine n'attend pas et la misère n'attend pas.